Donc, pendant que se développe chaque jour, au fur et à mesure que les infrastructures socio-communautaires permettent aux populations, aux vendeurs d'essence de créer de nouveaux marchés, eh bien on crée, on évolue. C'est l'exemple que donnait Léon du pont de Godomé. C'est pas tout simplement le pont permet aux pirogues de circuler jusqu'au lac Nokwe. Et voilà. Et donc ce marché est régulièrement animé. Vous connaissez le secteur? Oui, vous savez, on aime beaucoup. Donc, enfin, donc, non, ils peuvent effectivement décider de, par exemple, bloquer, ne plus ravitailler les avions. Et ça pourrait amener l'exécutif à réagir, à voir rapidement, au lieu que par exemple le ministre du Commerce, chaque fois convoque la presse pour dire, bon, on veut fixer les nouveaux tarifs de produits pétroliers, c'est à 5 francs près, on modifie. Non. L'État peut décider, n'est-ce pas, de changer son fusil d'épaule, de changer de stratégie de lutte contre le paillon en baissant les taxes qu'on prélève sur les produits pétroliers. Et ça va peut-être encourager. Encore deux petites questions. Sulpice Ossabagidi, impuissance professée, impuissance avouée, avérée. Le trafic du paillor, c'est l'île de l'herbe. Chez nous, ça repousse même quand on s'en prend au secteur. Est-ce que c'est parce que notre pays, ou est-ce que ce n'est pas parce que notre pays est fondamentalement informel? Nous sommes dans un environnement informel. Est-ce qu'il n'y a pas une fatalité? Est-ce que ça suffirait simplement de revoir les prix pour que les choses rentrent dans l'ordre? Il n'y a pas une fatalité quand on peut trouver des solutions à la chose. Et est-ce qu'on s'est vraiment concentré pour chercher des solutions à la chose? Parce que lorsqu'on fixe par exemple le prix de l'essence à 490 francs, alors que le pailleur est à 290 francs, et on sait bien que l'État a la possibilité, et si cet État-là se montre beaucoup plus flexible, en tout cas se montre beaucoup plus altruiste, de cet État, l'État a la possibilité de mettre le prix par exemple à 300, je sais pas, 320, je sais pas, parce que si, avec cette montagne de taxes, parce qu'il y a des marges, il faut réduire, il faut que l'État doit réduire ses marges pour endiguer la poussée du paillon, réduire ses marges au niveau des sociétés véritablement agréées. À ce niveau, l'État peut indirectement étouffer le paillon, parce qu'à partir du moment, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est le prix qui compte ici. Qualité et prix, ces deux éléments vont jouer si l'État est disponible. Si le produit est disponible, le client ira forcément vers la qualité. On se lève un jour et on décrète la mort du paillon, on décrète simplement pour juste s'injecter quelques doses d'optimisme, on décrète et puis quelques temps après ça reprend. Je pense même qu'il faut que la lutte soit progressive, parce que sur toute l'étendue du territoire national, c'est pas la même réalité. Oui. C'est pas le nombre de stations-service qu'on a à Cotonou, qu'on a par exemple à Natengu, donc à Tangueta, voilà, tout près là. Donc à partir de ce moment, par exemple à Cotonou, on peut être beaucoup plus sévère, parce qu'on sait que les gens ont quand même là où aller pour s'approvisionner et faire ce combat de manière progressive, tout en pensant à alléger au niveau des taxes pour les sociétés agréées. Le médecin Sulpice Ossabagidi a sa solution, ses remèdes. On espère qu'ils vont vous écouter. Hein. Mais l'autre enseignement, c'est que vous n'êtes pas en grève. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Avec vous, c'est avec vous que nous allons finir, Léandre Dessous. Est-ce que ce n'est pas la preuve par neuf, cette affaire de paillot-là, et des solutions qui ne viennent pas, qu'on ne trouve pas? Est-ce que ce n'est pas la preuve par neuf de la panne, en gros, du gouvernement, de la panne des programmes de lutte contre la pauvreté pour l'emploi dans notre pays? Oui, bon, dans une certaine mesure, hein, c'est vrai que bon, cette lutte qui n'aboutit pas toujours est peut-être l'expression de ce que le gouvernement manque d'engagement, de détermination lorsqu'il entreprend des choses, parce que la lutte contre le paillon, ça doit faire partie d'un programme quand même, et d'un programme qui doit faire partie d'un programme plus global de la lutte contre la pauvreté. Et si on lance la lutte et que quelques temps après on baisse la garde, on laisse tomber, il y a effectivement un problème. Je pense que c'est une lutte de longue haleine. Vous avez parlé de l'hydre, de l'herne, du paillot. Donc c'est une lutte de longue haleine, c'est pas une lutte c'est pas quelque chose qu'il faut faire sur un coup de tête. Vous démarrez cette lutte-là, vous devez établir tout un programme que vous suivez tout simplement, et ça va, la lutte va aboutir au bout de quelques années, pas au bout de quelques jours, comme on se plaît à le faire. Léon, vous parlez de lutte, et moi
moi j'ai une question. A-t-on jamais voulu lutter contre le Payor dans notre pays? Vous avez vu, moi j'entraîne encore le traumatisme et les séquelles des trafiquants de Payor. La marche de soutien des trafiquants de Payor réunis autour de Oloye dans ce pays pour soutenir le gouvernement. Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée. Et vous parliez tout à l'heure de panne, j'ajouterai le mot échec. En tout cas, je pense que la lutte contre le Payor, c'est la vedette aujourd'hui des programmes inaboutis. Inabouti du gouvernement. Du gouvernement, oui. Mais pour qu'un importateur s'installe chez nous, c'est beaucoup de millions, c'est des centaines de millions. Oui, mais je parlais de trafiquants, je parlais de traumatisme et de séquelles que je traîne encore, des trafiquants au palais de la Marina, tapis rouge, les honneurs de la République, et des ministres, des conseillers au garde à vous. C'est déjà arrivé chez nous. Première chose. Deuxième chose, assez rapidement, me semble-t-il, c'est la pauvreté qui est le coupable. Les gens sont prêts à tout, à inhaler ce liquide dangereux et inflammable parce qu'il n'y a déjà pas de solution. Et puis, le docteur président pourrait simplement mettre au travail les jeunes de la vallée de Loué, par exemple, gros fournisseurs de trafiquants et de contrebandiers. Ça, ce sont de petites idées, ce sont peut-être des reliquats d'idées. Oui, c'est vrai, il y a de petits vendeurs dans la rue parce qu'il y a de gros vendeurs. Oui. Ouais, il y a le cartel, il y a le syndicat de la vente, la mafia du Payor existe. On a comme l'impression même que c'est le voleur qui crie au voleur. On a comme l'impression que même il y a des éléments puissants de cette mafia qui sont ailleurs et qui font comme s'ils sont en train de lutter contre le Payor. Je pense que le problème est à ce niveau aussi. C'est une grosse mafia, des réseaux, des réseaux très puissants, c'est le cartel même du Payor qui existe et qui gère. Et c'est aussi cela l'obstacle oui, mais à la lutte contre. Vous vous souvenez des municipales de 2008, des législatives de 2007, des trafiquants de Payor sur les listes et des parrains qui sont des trafiquants de Payor qui étaient parrains de listes aux élections. Et vous vous souvenez du coup de force d'Avrancourt. Ça, on n'a pas encore oublié. Peut-être qu'il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu qu'un jour, on ait un mémorandum qui explique que le Payor sert à financer quelque chose. Formidable. On ne sait jamais. Oh, ce pays est formidable. Je vous dis, oui, nous allons faire un tout dernier tour de table. Un tout dernier, mais vraiment, un sujet pêle-mêle. Pour être sûr qu'on n'a rien oublié, on va commencer par André Dossard. Non, vous parliez de coup d'éclat dès l'entame de l'émission. C'est véritablement un espoir. D'éclat, coup de génie. Je pense que nous, depuis lundi, ces jeunes gens, ils nous donnent de la joie, ils nous apportent beaucoup de bonheur, les écureuils locaux. Notamment ce numéro 10 qu'on a vu démarrer ici chez les seniors, qui a fait quelques minutes. On avait vu en lui un certain nombre de potentialités qu'il a démontré hier, lutter, le numéro 10 des écureuils. Je pense que c'était une belle victoire parce qu'ils ont joué, ils ont gagné avec la manière et on aime bien ce Bénin qui gagne. Vous ne boudez pas votre plaisir? Ah non, pas du tout. Vous êtes un peu chauvin, hein, ça on peut vous le reprocher. Oui, Léon. Non mais parler brièvement de la grève dans le secteur de la santé, ils viennent d'observer 48 heures de grève. Non, 48 heures, c'est la dernière journée pour le compte de cette première semaine de grève et les dégâts sont déjà là, les conséquences sont là, on les voit. Je pense qu'il urge effectivement de voir comment on peut régler ce problème. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts d'abord, parce qu'une chose est sûre, je l'ai déjà dit sur ce plateau, on va finir par régler, par dégeler cette crise-là, autant le faire maintenant. Oui, c'est bien. Oui, pour revenir sur le récital des écureuils à Niamey. Et chapeau bas au ministre des Sports qui nous suit tous les matins depuis Paris où il est en ce moment. Ministre des Sports, la Fédération, la Ligue, tout ce monde-là, chapeau, tout ce monde. Parce que c'est ce qu'on a toujours demandé à cette équipe. On voit le résultat. Non seulement le résultat est là, il y a la manière. On aurait pu battre la Côte d'Ivoire 5 heures, 6 heures. Personne n'allait crier, gars, il même pas, ce ne serait pas scandaleux. Ce serait même pas un hold-up. Le Bénin a maîtrisé son sujet. On a vu. C'est la Côte d'Ivoire qui a ouvert le score. On est fiers d'être béninois, Et on sent le renouveau du football. Et pour terminer, j'insiste, pour dire en fait que c'est l'impact du championnat. Ça, c'est une évidence du championnat. Des joueurs qui jouent régulièrement, qui ont de la compétition dans les jambes et qui sont capables de défier n'importe quelle sélection locale. Oui. C'est bon signe, le Bénin a un pied 3 quarts en finale. En finale. Et on peut déjà le dire d'ailleurs, Cocorico, le Bénin est en finale. Et moi j'ai un pêle-mêle, et c'est sur cela qu'on va se quitter, chers amis. J'ai envie de dire, c'est un cri de détresse. Pourquoi mêle-t-on nos enfants
aux affaires de grandes personnes? Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire marcher des enfants pour soi-disant la paix? Il y a quelque chose de consternant. C'est-à-dire qu'on manipule jusqu'au pupille de la République. Il faut qu'on laisse les enfants en dehors de tout ça, que les enfants aillent à l'école, puisque leur place, c'est l'école. Et puis, je voudrais finir. Je crains que nous soyons dans le cas de figure Benito Mussolini, qui disait, le duc, il disait, je prends les enfants au berceau et je ne les rends qu'à leur mort. J'espère que cela ne nous arrivera pas. Voilà. Pour moi, c'était... Il faut qu'on laisse les enfants en dehors. L'État se confond à Mussolini. L'État, c'est moi. C'est un peu comme Louis. Donc, Louis XV. L'État, c'est moi. Et on a la preuve de la manipulation parce qu'aucun enfant n'est capable de faire ce qu'on a vu. Et c'est dans ce pays qu'on a eu... Il faut laisser les enfants en dehors de tout ça. Nous voulons des cours. Nous voulons des il faut que les enfants soient à l'école. Ils n'ont pas de place dans la rue. Comment les enfants ont pu se retrouver, comment ils ont pu faire cette mobilisation-là? Ils se sont appelés au téléphone ou quoi? Ce sont donc qui ont organisé la marche. Ils se sont donc filés des SMS. Noble, c'est la paix. Donc moi, je pense que... Non, moi, je ne suis pas convaincu. Les enfants, leur place, c'est à l'école. Ça, c'est des histoires de grandes personnes. Merci à vous tous. On se retrouve tout à l'heure. On va se retrouver avec Heribel Abel Adjovi et la chronique internationale. Ce matin, il nous parle du sommet du G20 à Séoul et la France qui gagne du pouvoir et du galon à travers son président Nicolas Sarkozy.